Paul Satis, bonsoir, vous voilà enfin. Bonsoir. Une formule un peu différente pour la DER, quelques heures avant le gong final de la campagne. On va faire avec vous le point sur les enjeux électoraux de ce second tour. Et l'enjeu est quand même d'importance, Olivier. Il faut rappeler que c'est ni plus ni moins que la couleur politique de la France pour les 5 années qui viennent. Les sondages sont d'accord pour dire que la gauche va l'emporter. Et ce serait alors la première alternance depuis 10 ans. Sur nos 5 départements, il y a 32 sièges de députés à pourvoir. Aujourd'hui, 24 sont à droite et 8 sont à gauche. Et donc, vous voulez peut-être savoir combien vont basculer, Olivier? Du coup, excusez-moi, combien peuvent basculer, Paul? Évidemment, c'est un des enjeux. Eh ben, c'est ce qui fait le charme d'une élection, justement, les surprises. C'est difficile à dire avec précision. Ce qui est quasi certain, c'est qu'aucune circonscription ne devrait passer de gauche à droite. Dans l'autre sens, on verra la louche, on va dire, entre 4 et 10. Le plus incertain des départements rhône-alpins, c'est la Drôme, un suspense quasi complet dans les 4 circonscriptions, avec quand même une possibilité de bascule plus importante dans les premières, 3e et 4e. La Drôme toute bleue sera au minimum bicolore dimanche. La Drôme bleue, mais par contre ça risque d'être bien rose en Ardèche. Oui, pour Pascal Terrasse, dans la première, il n'y a aucun risque. Pas beaucoup plus dans la deuxième pour Olivier Dussopt, tous deux sont socialistes. Le vrai enjeu, c'est la troisième. Comment l'UMP Jean-Claude Flory peut-il s'en sortir dans une circo qui vote à 56% François Hollande? Bérangère Bourgeot. Les candidats ont coutume de dire que chaque voix compte. Pour ce 17 juin, cela sera particulièrement vrai. Cette élection, quel qu'en soit le vainqueur, va se jouer sur le fil. L'entre-deux tours a été mis à profit jusqu'au dernier jour pour aller chercher les électeurs avec les dents. Cet après-midi, Sabine Buis fait du porte-à-porte. L'objectif est clair. De faire en sorte que tous ceux qui ont voté pour Europe Écologie Les Verts et pour le Front de Gauche reportent leur voix comme les candidats l'ont demandé sur ma candidature, mais bien évidemment d'aller chercher également ceux qui ne se sont pas déplacés, puisqu'on sait que 35% des électeurs ne se sont pas déplacés. Jean-Claude Flory semble fragilisé. Le report de voix ne lui est pas favorable, mais la politique n'est pas seulement de l'arithmétique. Cette circonscription rurale peut faire de lui un rescapé de ce que certains appellent la vague rose. Depuis quelques mois, quelques semaines, quelques jours, et de façon amplifiée entre ces deux tours, je sens une belle dynamique humaine, loin de toute polémique stérile, politique, mais avant tout pour des dossiers concrets, pour porter effectivement des dossiers qui sont l'avenir de ce bassin de vie, de l'Ardèche méridionale, des Cévennes, de la montagne ardéchoise. Le grand chelem socialiste est possible, la dynamique nationale est en faveur de Sabine Buis. Mais si elle est élue, elle pourrait l'être de justesse. Le candidat sortant, Jean-Claude Flory, se veut le candidat du rassemblement, à droite et au centre. Il pourrait également bénéficier des voix du Front National. Isabelle Siette, l'ancienne candidate, a appelé ses électeurs à faire barrage aux amis de Pascal Terrasse. Dans l'un, 2 circonscriptions peuvent changer de couleur. La deuxième, qui va de Trévoux à Lagnieu, 3 candidats seront présents dimanche. L'UMP Charles de la Verpillière est en situation délicate face au candidat socialiste et à celui du Front National. Et puis, il y a ce remake de 2007 dans la circonscription de la Bresse, la number one. La première, dans cette circonscription, Jean-François Debat a beau être en ballottage légèrement favorable, il ne dispose que de très peu de réserves de voix à gauche. Cette circonscription, redécoupée par ailleurs, favorable à la droite, Nicolas Sarkozy avait obtenu 55% des voix. Bref, ce sera difficile pour le maire de Bourg face au sortant Thierry Breton. Béatrice Tardy. Tréfort-Cuisiat, adorable village de la première circonscription de l'Ain, un monde rural à 18 km de Bourg-en-Bresse. Jean-François Debat en pleine piqûre de rappel. S'il a gagné le premier tour, son réservoir de voix pour le deuxième est faible. Il faut donc mobiliser ceux qui ne sont pas allés voter. En général, au deuxième tour, je fais effectivement des passages, des piqûres de rappel sur les secteurs où je suis déjà allé. Et puis l'après-midi, on fait la campagne pour mobiliser sur Bourg-en-Bresse parce que la ville a moins voté que la campagne. L'un est à la campagne pendant que l'autre est à la ville. Xavier Breton arpente les trottoirs du boulevard de Brou. Il est au coude à coude avec son adversaire, mais comme Jean-François Debat, fin de campagne ou pas, ses idées n'ont pas changé. C'est les valeurs sur l'éducation, sur le travail, sur les notions de nationalité que nous avons pu développer durant toute cette campagne. Eh bien, ça va être celles qui vont mobiliser le plus en disant « Ah oui, c'est vrai que les vrais enjeux, ils sont là ». Et au niveau national et au niveau local. 596 voix d'écart au premier tour, combien au deuxième et en faveur de qui? Gauche ou droite? Aux électeurs de trancher. C'est l'une des curiosités du redécoupage électoral. La troisième de l'Ain longe tout le département à l'est, une bande étroite dont une partie constitue la zone frontalière avec la Suisse. La droite y est majoritaire, mais un grain de sable est venu perturber la campagne. La CSU
CFG. Alors CFG, ça veut dire compensation franco-genevoise. Quand un frontalier part travailler à Genève, il y a manque à gagner fiscal et c'est ce que compensent les Suisses. On parle là de quand même plusieurs millions d'euros que récupèrent les collectivités. Cette CFG devait baisser, mais ce ne sera finalement pas le cas et ça a agité la campagne dans cette drôle de circonscription, en effet, qui court le long de la frontière de Gex à Belley. C'est justement la frontière qu'on retrouve Béatrice Tardy. Chaque jour, plus de 13 000 personnes quittent la 3e circonscription de l'Ain pour aller travailler juste derrière, en Suisse. Pour ces frontaliers qui ne paient pas d'impôts sur le sol français, le canton de Genève verse une compensation répartie entre l'Ain et la Haute-Savoie. Juste avant la présidentielle, Claude Guéant décide de modifier cette répartition au détriment de l'Ain. Manuel Valls vient de remettre les pendules à l'heure et ce n'est certainement pas pour faire plaisir à Étienne Blanc, le député sortant. Dans ce combat pour retrouver une compensation genevoise à 76% pour la Haute-Savoie et 24% pour l'Ain, Jean-Marc Fonini, maire socialiste de Belley, se demande bien quelle pierre a pu apporter Étienne Blanc, lui qui reconnaissait il y a quelques semaines ne pas avoir fait le poids dans sa propre famille politique. Étienne Blanc a écrit aussi, mais que voulez-vous, il n'arrivait pas à convaincre Guéant, je doute qu'il ait pu convaincre Valls. En tout cas, tant mieux pour le Pays de Gex. Nous avons la confirmation, c'est 7 millions d'euros de plus pour l'Ain et les communes qui doivent faire face à des obligations. C'est une bonne nouvelle, mais moi je crois qu'il est grand temps que nous ayons une autre manière de discuter avec nos partenaires. Moi je salue un ministre qui a respecté le droit et qui a respecté l'intérêt général, même s'il n'est pas de ma famille politique. La victoire, elle aura peut-être beaucoup de pairs, peu importe. L'essentiel, c'est que nous ayons gagné. Moi, j'y ai apporté ma pierre et je suis heureux. Une confirmation bien signée par le ministre de l'Intérieur et adressée uniquement au président du Conseil général. Manuel Valls en profite pour demander une étude sur le nombre exact de travailleurs frontaliers, fonctionnaires internationaux, agents du CERN et résidents suisses inclus, qui profitent des équipements français sans payer d'impôts. La clé de répartition de la CFG, la compensation financière genevoise, pourrait donc même être revue à la hausse pour l'Ain. Si les chiffres disent que demain c'est 30% pour l'Ain, je vais les prendre, parce que je considérerais que pendant des années, j'ai été un petit peu spolié. Moi, personnellement, non, mais tous les contribuables du département. Conclusion de l'étude à la fin de l'été, quel que soit le résultat des législatives, le feuilleton de la CFG est donc très loin d'être terminé. On va dans la Loire, où ce matin, c'est un ex-premier ministre, qui est venu prêter main forte à un candidat en bien mauvaise posture. Ce candidat, c'est le député sortant de la 4e circonscription, Dino Cinieri. François Fillon a fait le déplacement au Chambon-Feugerolles pour une séance de serrage de main sur le marché et un petit café offert par le maire de la commune. Dino Cinieri est également le patron de l'UMP de la Loire. Il est en ballottage défavorable et en plus dans une triangulaire dimanche. Nettement moins d'inquiétude en revanche pour la droite plus au nord du département, Paul. Alors au nord de la Loire, dans le temps, il y avait une circonscription à l'est et puis une à l'ouest. S'il y a un endroit où le redécoupage a tout changé, c'est bien là. La coupure est maintenant nord-sud. Roanne a sa circonscription, la 5e, et Montbrison, la sienne, la 6e. Et ce sont deux circonscriptions, en effet, où la droite a quelques chances de l'emporter. Claire X-Braya est allée au cœur de la 6e, à Saint-Bonnet-les-Oules. Seulement quelques voix. C'est ce qui pourrait faire la différence dimanche dans la 6e circonscription de la Loire. D'un côté, Paul Salène, le député UMP sortant. De l'autre, la candidate socialiste Liliane Faure, maire de Montbrison. À l'issue du premier tour, elle était arrivée juste derrière son adversaire de droite, à seulement 1 point. Ça manifeste cette volonté de changement. On pourrait à l'inverse s'étonner du score un peu faible de l'UMP sur ce premier tour. Donc nous l'expliquons par le travail de terrain. Je crois que les gens nous connaissent comme étant des élus de proximité et ils ont besoin de cette proximité avec leurs élus. Paul Salène ne pourra pas compter sur les voix du FN qui a appelé ses électeurs à s'abstenir ou à voter blanc ici. Seule solution, les abstentionnistes. Nous avons sur des communes qui sont plutôt de ma sensibilité politique aujourd'hui, des taux de présence de moins de 60%. Et j'espère que dimanche prochain, ils sauront se mobiliser. J'ai déjà rencontré plein de personnes qui m'ont dit « Ouais, on n'y est pas allé, on le savait. » Compte sur nous pour dimanche prochain. Liliane Faure, elle, bénéficiera des autres voix de la gauche, ce qui la place pour l'instant sur le papier en favori. Mais le duel s'annonce donc très serré. Autre duel, celui dans le Rouennais. Mais dans cette 5e circonscription de la Loire, la gauche paraît un petit peu moins confiante. La candidate socialiste, Laure Desroches, accuse un retard de 10 points face au député UMP sortant Yves Nicolin. En plus, le FN a demandé à ses électeurs de tout faire pour faire battre la candidate socialiste, ce qui devrait arranger les affaires du député sortant qui brigue un 3e mandat.
On va clore ce tour d'horizon par le plus gros département de la région, le Rhône. 14 circonscriptions, la droite y est majoritaire et devrait le rester. Oui, globalement, dans le Rhône, Olivier, la droite ne va pas tant souffrir que ça. S'il est impossible qu'elle gagne quoi que ce soit, elle devrait conserver à peu près toutes ses circonscriptions, toutes, sauf la première, où le sortant Michel Avart est en danger. Alors justement, comment fait-on campagne quand les vents électoraux sont défavorables? Jean Perrier, Philippe Arvez. Pour les sortants, par ici la sortie. Elle est là, la peur de tout député qui se représente. Michel Avart le sait, ce sont des circonscriptions comme la sienne qui feront la différence dimanche soir. Il n'y a pas besoin d'avoir de pression de l'UMP, il n'y en a honnêtement aucune. C'est moi-même qui espère tout faire pour ne pas perdre mon siège. Il a la notoriété du sortant, mais son camp a perdu la présidentielle. Il peut miser sur les cicatrices laissées à gauche lors d'un premier tour venimeux. Mais il sait que son électorat s'est peu mobilisé. Alors toute la semaine, il a enchaîné marché, téléphone, boîte aux lettres. C'est très court entre les deux tours de la législative, donc pour essayer d'être le plus efficace possible, si tant est que ce soit possible en une semaine. Si la gauche rêve ou fantasme un grand chelem sur le Grand Lyon, c'est parce qu'elle y détient quelques bastions. Dans le 7e, être au second tour pour le candidat UMP, c'est déjà une victoire, celle du premier tour face au FN. Dès le départ, je savais que ce serait une campagne difficile. Maintenant, il n'y a pas de fatalité, puis il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas partir battu, parce qu'on n'est jamais battu d'avance, il faut toujours se battre. Ici, pas de crise de nerfs entre militants, enfin, pas cette fois, ou pas encore. PS, Front de Gauche sont chez eux. J'espère bien qu'ils me prennent de haut, parce que c'est toujours quand on prend de haut des gens qu'on a les plus mauvaises surprises en général. Et j'ai toujours dit que j'étais là pour m'implanter et qu'on allait continuer le travail après les élections. À Lyon, la droite finalement est un petit peu comme la nostalgie. Plus tout à fait ce qu'elle a été. Une information judiciaire et politique pour finir, mais là on est vraiment bien loin du scrutin de dimanche. Oui, pas grand-chose à voir avec les législatives, on est plutôt dans la rubrique faits divers, dont il est d'ailleurs assez familier. Alexandre Gabriac est toujours conseiller régional, mais il n'est plus au Front National, dont il a été exclu à cause d'un salut nazi. Les faits se passent donc fin mai. Le jeune élu, refoulé avec ses amis d'un pub lyonnais, aurait menacé de mort le videur et le barman avec un geste d'égorgement, ce qui lui a valu une garde à vue cette semaine. Il dément les faits, affirme à nos confrères du Progrès être victime d'une manipulation. Et voilà Olivier ce qu'on pouvait dire ce soir, avant de se taire un peu, car la campagne est maintenant terminée quasiment. On se reverra dimanche en revanche. À dimanche justement, rendez-vous avec l'info régionale dès 19h pour connaître le taux de participation. Puis à 20h, la soirée électorale nationale. Et à 20h15, les résultats dans notre région avec deux duplex des préfectures du Rhône avec vous Paul et de la Loire. Estimation au journal Le Progrès et puis direct de nos bureaux de Valence et de Bourg-en-Bresse. Tous les résultats et des bonus également sur internet, france3.fr, et vous pouvez vous exprimer sur les réseaux sociaux. Voici le mot de passe, # élection F3RA.